Des animaux hors du commun. Des chiens d'élite capables d'affronter tous les périls. Quand il y a danger de mort, ces chiens sauveteurs sont capables de tous les exploits pour sauver des vies. Dans ce numéro de Matricule Canin, ces sauveteurs de l'extrême viennent au secours d'enfants en péril. Dans la première partie, nous nous rendrons en Haïti, où un nourrisson de 15 jours est bloqué sous les décombres de sa maison. C'est le plus violent tremblement de terre de ces dernières années. Comment Dusty, un berger belge malinois, va-t-il faire pour le retrouver? Puis nous irons en France, à Roubaix, où un petit garçon de 5 ans est aux mains d'un dangereux pédophile multirécidiviste. Hugo, un chien pompier, est mobilisé pour l'enquête. Va-t-il le retrouver à temps? Nous sommes le 12 janvier 2010, dans le sud d'Haïti, à Jacmel. À 16h53. Le pays est secoué par un très violent tremblement de terre. Des familles entières se retrouvent à la rue, à la recherche de leurs proches. Les Haïtiens sont résignés. La capitale Port-au-Prince est à terre. Jacmel est détruite à 50%. Les voies de communication sont coupées. Des cadavres jonchent les rues. Les survivants sont bloqués sous les décombres de leur maison. Les premières images de la catastrophe sont relayées partout dans le monde. Les médias parlent déjà du plus violent tremblement de terre que la région ait jamais connu. Le premier bilan provisoire fait état de plusieurs centaines de morts et de milliers de blessés. Une énorme frayeur dans ce bâtiment. Le gouvernement haïtien demande immédiatement une aide internationale. Des sauveteurs et des unités canines sont appelés à la rescousse des 4 coins du monde. De l'autre côté de l'Atlantique, Dusty, un berger belge de 2 ans, finit sa formation de sauvetage de personnes dans la banlieue parisienne. Dusty sera le seul chien français à partir au secours des victimes piégées sous les décombres de Jacmel. Je suis contacté par le corps mondial de secours suite au fait qu'ils apprennent que je suis libre pour partir avec mon chien. Pour la recherche en décombres, il y a plusieurs races de chiens sauveteurs. Les bergers belges malinois comme Dusty font partie des plus performants. Dusty, 35 kg, 67 cm de hauteur. De l'avis de son maître Xavier, il est sociable, un peu pot de colle, très curieux et enthousiaste. C'est quelque chose qu'on recherche chez le chien de recherche, notamment en décombres, parce qu'il faut qu'il y aille. Allez, dedans. L'enthousiasme est une qualité, mais c'est également un défaut. Dusty a tendance à vite s'enflammer et à foncer tête baissée. Depuis qu'il a 3 mois, tous les week-ends, quelle que soit la météo, Dusty s'entraîne sur des sites où sont reconstitués des décombres. Il est programmé pour être opérationnel sur une catastrophe comme celle d'Haïti. En avant! Dusty a montré lors de sa formation qu'il était l'un des meilleurs de sa génération. Dusty et Xavier forment une équipe ultra performante. Dusty, pour moi, c'est un complice, c'est mon binôme. En secours, c'est mon équipier. Parce que ce sont nos chiens qui vivent chez nous. Donc ils vivent en famille, la complicité, là, voilà, c'est un chien comme monsieur tout le monde, voilà, mais il y a un sport particulier, il fait de la recherche de personnes. Si Dusty est aussi performant aujourd'hui, c'est parce que Xavier le dresse depuis qu'il est né. Chiot, je le mettais, il était grand comme ça, à 3 mois, et je laissais regarder ses congénères travailler. Voilà, et quand on a commencé à le lâcher là-dessus, on s'est aperçu que il était très volontaire, il aimait ça, quoi. La clé du dressage, la motivation.
Un chien de recherche comme Dusty doit être heureux de travailler. Pour le féliciter, Xavier a l'embarras du choix. De l'eau, des croquettes ou une caresse. Mais ce que Dusty préfère, c'est son boudin. Ces cadavres, abandonnés au coin d'une rue, ne donnent qu'une petite idée du lourd tribut que le quartier de Delma a payé au séisme. 48 heures après le tremblement de terre, les secours affluent du monde entier à Port-au-Prince. Pourtant, Dusty et son maître restent en stand-by. Xavier doute de ses capacités. Leur binôme n'est encore jamais intervenu dans une telle catastrophe. La population rescapée tente seulement de survivre avec l'odeur des corps en décomposition. Donc je m'interroge sur le fait que est-ce que je suis capable de partir avec ce type de chien pour une première mission aussi importante. Autre problème à gérer pour Xavier. Il doit s'assurer que le vaccin contre la rage de Dusty est toujours effectif. Sur place en Haïti, les risques de contagion sont tels qu'il n'aurait pas l'autorisation de ramener son chien en France. Il risque d'être condamné à l'euthanasie. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas accepter, donc sinon je ne partais pas en mission. C'est une morgue à ciel ouvert. 3 jours après le drame, le bilan provisoire dépasse les 100 000 morts. Xavier va devoir se décider vite. Peu importe son manque d'expérience, Dusty est le seul chien français disponible pour aller à Jacmel. Il se doit de répondre présent. Dusty et Xavier vont partir pour le plus grand défi de leur vie. Mais n'est-ce pas trop tard? Il a fallu 4 jours à l'ONG pour s'organiser, rassembler les hommes, la nourriture, le matériel et 1 tonne d'eau. Les sauveteurs partant pour une mission de 10 jours doivent être totalement autonomes. Sur place, c'est le chaos. Les aéroports sont saturés, toutes les voies de communication sont coupées. Ils vont devoir changer 4 fois d'avion pour pouvoir rejoindre Haïti. Finalement, 6 jours après le drame, c'est par bateau que Dusty, Xavier et leurs équipiers vont enfin parvenir à Jacmel. Enfin presque. Leur embarcation est bloquée au large en raison des risques de pillage. Le capitaine du bateau ne savait pas à qui on allait avoir affaire en arrivant à Jacmel. On nous dit de rester donc couché dans le bateau. Si près du but, ils sont bloqués au large. Pour des raisons de sécurité, Dusty, Xavier et leurs coéquipiers sont contraints d'attendre la nuit noire pour débarquer. L'horloge tourne. On regarde le littoral. On voit sur la gauche une plage avec des cocotiers. Sur le moment, on ne peut pas trop se rendre compte qu'il y a eu une catastrophe. 8 heures plus tard, l'équipage débarque enfin. On accoste, on va décharger le matériel. Ils sont quand même un peu soulagés de nous voir arriver, quoi. Quand on a chargé les camions, on monte sur les camions, on fait route vers le camp de base. Dès qu'on sort du port, on rentre dans les rues de Jacmel. Alors on est tous dans des pick-up ou dans des camions. Et à la lumière des phares, on voit les maisons à droite à gauche qui sont tombées. On s'aperçoit que c'est détruit, que c'est bien touché quand même. Surtout qu'ils nous attendaient depuis une semaine, on s'est dit, voilà, pour eux ça devait être très long. Donc il faut se mettre au boulot rapidement. Ces sauveteurs expérimentés savent qu'au bout de 7 jours, leurs chances de trouver des rescapés sont quasiment nulles. Mais ce sont des pros, prêts à tout tant qu'il reste un espoir. Parmi eux, Alberto Safiotti, chef de chantier, et Alexandre Pertin, secouriste. Pour sortir quelqu'un de vivant des décombres, c'est les 3-4 premiers jours. Après, ça devient critique. Y a-t-il toujours des personnes en vie sous ces décombres? La population de Jacmel et les pompiers locaux sont soulagés de voir Dusty et son équipe prendre les choses en main. Les Français sont arrivés avec des engins lourds. Ils ont commencé à travailler tout de suite. Ils sont affectés à la zone la plus sinistrée de la ville. La veille, des chiens colombiens ont ratissé le quartier et n'ont retrouvé que des morts. Dusty et Xavier sont la brigade de la dernière chance. Xavier, le maître chien, est arrivé au quartier avec son chien. Arrivé sur le chantier, l'équipe commence par sécuriser la zone et installer le matériel. Dusty, quant à lui, ne peut pas commencer à travailler tout de suite. Xavier doit respecter la procédure. Dans cette phase de travail, il s'agit de laisser Dusty s'habituer aux odeurs et faire ses besoins. Je voulais en profiter pour le détendre un petit peu, mais je ne peux pas trop m'éloigner, sachant que je suis le seul maître chien disponible.
Je sais que Xavier doit faire dégourdir les jambes à son chien, le détendre, parce que si un chien ne fait pas ça, il ne travaille pas bien. Cette première étape l'aide à prendre ses marques, à trouver des repères et surtout à prendre confiance. Sous la chaleur haïtienne, les sauveteurs procèdent à leurs premières interventions. Le thermomètre dépasse les 35 degrés et les odeurs de cadavres sont insupportables. Au bout de quelques heures, l'équipe est abordée par un homme, un Haïtien. J'ai un petit grand-père avec son petit chapeau rouge et il m'a tiré par la manche et il m'a dit comme ça, il fait « Monsieur, monsieur... » Je tire la chemise d'un des Français pour lui dire qu'il y a ma petite fille là, qui est morte sous les décombres de cette maison. Alors ils partent à la recherche du cadavre de la petite. La maman du bébé, Michelène, se remémore le drame qui l'a séparée de sa fille, alors âgée de 15 jours. J'ai senti que la maison tremblait et je suis sortie. Je croyais que c'était un bulldozer qui passait dans le quartier. Je n'ai même pas eu le temps de revenir à l'intérieur pour prendre Elisabeth. La maison s'est effondrée sur elle. Contrairement au grand-père, Michelène est persuadée que sa fille est encore en vie. À ce moment-là, tout le monde pensait qu'Elisabeth était morte. Moi, j'étais sûre qu'elle était en vie. Alors j'ai essayé de creuser un trou, mais les murs étaient trop épais. Michelène s'en remet donc aux sauveteurs. Mais les secouristes savent qu'il y a peu d'espoir que son nourrisson de 15 jours soit encore en vie. Cela tiendrait du miracle qu'Elisabeth ait survécu au séisme et soit restée 8 jours seule dans le noir, sans eau, sans nourriture, sous les décombres. Pendant ce temps-là, Xavier a trouvé un endroit au calme où détendre Dusty. C'est alors que quelqu'un vient le chercher. C'est Alberto. Je suis allé voir Xavier avec Dusty et là je lui mets une pression car je lui demande d'intervenir tout de suite. Xavier me dit comme ça, il me fait si je dois intervenir tout de suite, le chien va pas forcément travailler très bien parce qu'il n'a pas fait ses besoins. On prend le risque. L'urgence commande. Mais Xavier va à l'encontre de ce qu'un maître chien doit faire. Engager Dusty dans ces conditions, c'est prendre le risque de casser 2 ans de travail. Si Dusty n'a pas fait ses besoins, il risque de ne pas être suffisamment concentré pour retrouver Elisabeth. Xavier décide malgré tout d'engager son chien sur le chantier de la maison effondrée. C'est une maison sur 2 niveaux. Le premier étage est venu effondrer le rez-de-chaussée. Et le rez-de-chaussée n'est plus qu'une pièce de 60 cm à peu près de hauteur. Pour la première fois de leur carrière, Dusty et Xavier font face à la réalité du terrain. Il faut savoir aussi qu'avant qu'il lâche Dusty, il met Dusty en condition. C'est-à-dire qu'il s'accroupit, il a son chien dans ses bras, il lui parle, il lui dit ce qu'il veut de lui. Et le chien, il se sent, il ne demande qu'un truc, c'est de partir comme une balle pour aller chercher. Dusty va-t-il remonter l'odeur d'Elisabeth? Va-t-il concrétiser les heures d'entraînement et le travail de son maître? J'engage le chien, il prend un peu le vent, il prend les odeurs et il va sur une porte au fond. Porte en bois. Mais dès son entrée en action, Dusty surprend tout le monde en se dirigeant vers une autre maison. J'entrouvre la porte et je vois qu'il y a des enfants derrière qui regardent le chien, enfin qui l'ont vu à travers les plans, je pense. Dusty s'est trompé de cible. Ces enfants n'avaient rien à faire là. Ils sont entrés dans le périmètre de sécurité. Mais cette erreur confirme que le chien n'est pas suffisamment concentré. Xavier en mesure les conséquences. Le risque, c'est de se faire passer pour le dernier des branquignoles. Bon, c'est pas grave en soi, mais c'est partir en mission avec une ONG et avoir des chiens qui ne travaillent pas, c'est pas possible. On a vu la réaction de Xavier et on a bien senti qu'il y avait un moment de flottement et une incompréhension entre le chien et le maître sur l'information du chien. Malgré cet échec, Xavier décide de réengager Dusty immédiatement. Je me mets au niveau de la porte et je relance le chien, donc en avant. Mais Dusty n'en fait qu'à sa tête. Alors qu'on attend de lui qu'il retrouve la petite Elisabeth, il fait une pause pour faire ses besoins. Il va aller au fond, il va faire ses besoins rapidement. Il fait pipi, voilà, il faut faire autrement. Voilà. Mais ça, voilà, on le sait hein, en tant que maître chien, ça fait partie. C'est un chien, hein, il réagit en chien. Excuse-moi, je vais faire pipi. Faire ses besoins fait partie du rituel pour un chien.
Mais Dusty, sans s'en rendre compte, vient de déclarer la guerre aux chiens enragés du quartier en urinant sur leur territoire. S'il est mordu, Dusty est condamné. Finalement, les chiens errants sont éloignés par les habitants du quartier. Dusty peut enfin partir à la recherche d'Elizabeth. Pour repérer Elizabeth, Dusty possède une arme redoutable, son odorat. C'est le sens le plus développé chez le chien. Sa perception des odeurs est centralisée dans une partie du museau appelée muqueuse olfactive. Cette muqueuse est composée de petites cellules qui captent les odeurs et les transmettent au cerveau. Un malinois comme Dusty possède 220 millions de cellules sensorielles, tandis que l'homme n'en possède que 5 millions. Je vois qu'il a un coup de nez, donc je remonte à sa hauteur, je passe derrière, un peu derrière lui, et il commence à tourner dans une zone assez restreinte. Et le connaissant, je dis oula, je commence à dire oula, il faut qu'on soit concentré sur le travail. Et là, Xavier, il doit être toujours les yeux rivés sur le chien. Regardez le mouvement de la queue, les oreilles, la façon de bouger du chien. Toutes ces composantes-là, pour un maître chien, c'est comme si on le lisait dans un livre. C'est quelque chose qui lui parle. Dusty semble vouloir attirer Xavier dans un trou sous les gravats. Mais l'espace est réduit, à peine 50 cm. Et il va s'engager dans une trouée. Et il ressort. Je vois qu'il regarde ailleurs, il va vers un sauveteur. Hop, je donne l'ordre, cherche. Et il va revenir à l'endroit où il est. Je me mets un peu à l'écart. Et il va rentrer dans un deuxième trouée, qui est sur la gauche. Il va rentrer dedans. Donc moi, pour voir ce que fait le chien, je suis le chien. J'allume ma lampe frontale, donc sur le casque, pour voir ce qu'il fait et je suis. Xavier s'engouffre dans la cavité pour suivre Dusty. Mais il y a danger. Régulièrement, des répliques menacent et les maisons continuent de s'écrouler. Je prends aussi la décision de ne pas aller trop loin parce que s'il y a une réplique, quoi que ce soit, je me dis c'est bon, tous les deux on est carpette. On va trop loin, on ne pourra jamais revenir. À l'entrée du trou, Xavier procède à ce que l'on appelle la lecture du chien. Il analyse avec attention le comportement de Dusty. Le mouvement de sa queue, appelé le coup de fouet, le mouvement de sa truffe, qu'on appelle le coup de nez, ainsi que les aboiements, sont les 3 points de lecture les plus importants. Donc je vois le chien, il aboie, il a un coup de fouet, donc j'ai la queue dans le visage, puisque je suis derrière lui, je me prends la queue, et je lui dis bon il a chaud, mais il veut y aller, donc il a quelque chose. Et quand je le vois comment il réagit, il fait un petit aboiement, moins violent que ce que l'on connaît en entraînement. Quand le chien est entré à l'intérieur avec le maître chien, le chien ne voulait pas revenir immédiatement. Ça signifie peut-être qu'il y a une cible. On sent que là, il se passe quelque chose. Quand Dusty et Xavier sortent du trou, l'ensemble des sauveteurs français et haïtiens ont les yeux rivés sur le binôme. Ils attendent leur diagnostic. Où est-ce qu'il a pointé? Xavier me dit, c'est là, ça j'en suis sûr, c'est ce point-là qu'il a pointé. Tu vois Dusty, il faut creuser dans son axe, il y a quelqu'un. Par contre, j'ai un doute, mais pas de doute dans le chien. Je dis, il est sur quelque chose. Par contre, le doute, il va venir sur... Je ne sais pas si c'est vivant ou si c'est mort. Ouais. L'aboiement de Dusty n'est pas franc et son attitude moins dynamique qu'à l'entraînement. Durant leurs 2 années de formation, Dusty et Xavier n'ont jamais été au contact de cadavres. Dans ce scan thermique, nous pouvons visualiser comment Dusty perçoit un être humain. La différence entre un vivant et un mort, c'est la température du corps. C'est comme si le chien percevait chaque cadavre par un point bleu, un corps froid, et chaque être vivant par un point rouge, donc un corps chaud. Dans ce cas précis, Dusty hésite. Elizabeth serait-elle encore en vie? Les sauveteurs n'y croient pas mais mettent tout en œuvre pour sortir le corps du bébé et le rendre à sa famille. Ils creusent à l'endroit où Dusty a pointé. Et je commence à donner mes ordres. Vous mettez le matériel en place, groupe électrogène, disqueuse, marteau-piqueur, et vous me faites une trouée à cet endroit pour pouvoir accéder sous la maison. Pour pénétrer dans la maison où se trouve le bébé, on a besoin de marteau-piqueur pour pouvoir traverser les dalles de béton et c'est des heures de travail. C'est un travail de titan. Il faut 2 heures au sauveteur pour créer une brèche. Pendant que les sauveteurs creusent à l'endroit indiqué, Dusty et Xavier font une pause sous la chaleur haïtienne.
Je reviens donc vérifier si le chien n'est pas blessé, si c'est pas fait de coupure ou autre, notamment sur les coussinets, et réhydrater le chien. Et surtout, regarder les yeux, par exemple, la poussière, s'il y avait quelque chose. Voilà. Et le mettre au repos en attendant qu'on le réengage. À un moment donné, il y a un trou d'homme qui est fait suffisamment en profondeur pour être pratiqué. Bon, bah, j'interpelle Fabien qui est à côté de moi, je lui dis bon bah allume ta lumière, on va voir. Alexandre et son collègue Fabien se faufilent dans le trou. Il fait sombre et l'air manque. Les deux sauveteurs butent rapidement sur des obstacles. Parce que bon, faut imaginer que la pièce fait à peu près 25 mètres carrés sur une hauteur de plafond comme par chez nous, à 2,50 m à peu près. Là, la pièce est réduite à 60 cm de hauteur, donc il faut bien imaginer que tout l'ameublement, tout ce qui peut être dans la pièce, c'est écrasé et c'est un bric-à-brac pas possible. Je saisis les gravats, je les fais glisser le long de moi. Fabien les prend à mes pieds, les fait glisser le long de lui. Donc on va mettre plusieurs dizaines de minutes à traverser la pièce, tout simplement pour se frayer un chemin, progresser et puis pouvoir fuir en cas de danger. Chaque geste, chaque mouvement, chaque objet déplacé peut à tout moment faire s'écrouler le reste de la maison. On va travailler comme des fourmis, comme des mineurs de fond, en quelque sorte, pour arriver jusqu'à un lit qui se trouve dans le fond de la pièce. Donc je me rapproche du lit et j'essaie de me redresser tant bien que mal sur les 60 cm de hauteur. Et puis je commence à faire des brassées à l'horizontale pour retirer les gravats qui sont devant moi. À un moment donné, en agrandissant mes brassées, j'ai mes doigts qui sont retenus dans du linge, dans des draps. Au moment où je tire un petit peu les draps, on voit deux petits pieds qui bougent comme ça. Et alors là, je regarde à deux fois et puis je dis à Fabien, t'as vu comme moi ou... Est-ce une illusion due à la fatigue, à une faible luminosité? Alexandre et Fabien n'en reviennent pas. Si Elisabeth est en vie, c'est un véritable miracle dont ils sont les témoins. À la lueur de ma lampe frontale, je la découvre et puis je vois le petit être qui est là, allongé, qui n'a pas de réaction. Donc là, on se dit, tiens, est-ce qu'on a réellement vu les pieds bouger? Est-ce qu'on ne l'a pas imaginé? Et puis, du coup, je frictionne son sternum. Ça a fonctionné dans le sens où, à ce moment-là, elle a poussé un petit gémissement. Et puis, elle a les yeux qui ont essayé de s'ouvrir. Alors, je dis à Fabien, va leur dire que le bébé est vivant. Quand ils ont retrouvé le bébé, ils ont dit « Il est là, il est là, il est là, elle n'est pas morte ». Et puis du coup, on dit, nous on attend, on reste au frais, on est protégé de la chaleur, on est à l'ombre. Et puis dans l'attente du médecin, on en profite pour faire un petit bilan lésionnel. Donc on va palper ses bras, ses petites jambes, son abdomen. Elle est énormément déshydratée, en légère hypothermie. C'est aussi ça qui lui a permis de tenir aussi longtemps. Elisabeth n'a que 23 jours. Et son sauvetage tient du miracle. Elle est restée 8 jours entiers à 3 mètres de profondeur au rez-de-chaussée d'une maison effondrée. Le plafond de la pièce est tombé sur le lit où elle était posée et s'est arrêté à seulement 2 cm de sa tête. Un destin hors norme. Elle ne devait pas mourir ce jour-là. C'est la surprise parce que c'est un miracle. D'entendre ça, c'est ce que tout sauveteur aimerait entendre à chaque fois qu'on va en intervention, quoi. Quand on est sorti avec la petite était là et qu'elle a gémi, qu'elle a pleuré, là ça a été une explosion de cris, de joie, de chants. C'était des accolades, c'est quelque chose de toujours très, très fort. Grâce à ses facultés exceptionnelles, Dusty avait vu juste. Sans son aide, Elisabeth n'aurait jamais été sauvée à temps. Il est parvenu à remonter l'odeur à un endroit où d'autres chiens n'avaient rien reniflé. Dusty est le seul chien à avoir trouvé un rescapé à Jacmel. Avoir un chien, un maître chien avec nous, ça nous fait gagner un temps considérable. Parce qu'on ne pourra jamais remplacer la truffe d'un chien. Là, je vois mon chien, je dis putain, première mission, première victime, je détecte un bébé vivant.
Et lui, bon, ben, c'est difficile parce que bon, lui, il me regarde. Tu vois, t'as le chien, il allait, j'ai chaud, j'ai soif. Putain, là, je suis content. C'est la mascotte. Et tout le monde le caresse, tout le monde est avec lui, on joue avec. Et ça nous fait un tout petit peu ne plus penser au tremblement de terre. Et on voit que le courant passe entre l'animal et nous, quoi. De son côté, Michelène, la maman d'Elisabeth, apprend que l'on a retrouvé sa fille vivante. J'ai croisé quelqu'un qui m'a dit que ma fille était vivante. Alors je me suis mise à courir et je me suis évanouie. Quand je suis arrivée à l'hôpital, je ne l'ai pas reconnue tout de suite, car elle était très déshydratée. Mais je savais qu'elle avait une tache au genou. J'ai soulevé la serviette qui l'enveloppait et j'ai vu sa tache de naissance. C'est comme ça que j'ai su que c'était bien ma fille. Lors de sa mission en Haïti, Elisabeth est la seule personne que Dusty a pu sauver. Aujourd'hui, Elisabeth a 4 ans. Elle fait partie des 135 personnes retrouvées vivantes sous les décombres haïtiens. Elle a survécu à un séisme qui a fait 230 000 morts, 300 000 blessés et plus d'1 million de sans-abri. À ce moment-là, je ne sais comment dire. J'étais submergée par l'émotion. Toute la journée, toute la nuit, je n'arrêtais pas de lui faire des bisous. Et quand je sentais une réplique, je la saisissais fort dans mes bras. Des gens me disaient de ne pas avoir peur, car le séisme ne pouvait plus la tuer. Elisabeth sait qu'elle doit sa survie à un chien au nom prédestiné, Dusty, qui veut dire poussiéreux, en référence à la poussière qui se dégage lors d'un séisme. Elle sait aussi qu'elle a 2 dates d'anniversaire, celle du jour de sa naissance et celle du jour où Dusty l'a trouvée sous les décombres. On peut dire qu'à l'heure actuelle, Elisabeth, je pense vraiment que son petit ange gardien, pour certains, c'est une personne disparue, c'est une grand-mère qui nous regarde de là-haut. Elle, c'est Dusty. Dusty et Xavier n'oublieront jamais qu'ils ont permis de rendre Elisabeth à sa mère. Depuis cette expérience haïtienne, ils ont sauvé beaucoup d'autres vies et se tiennent prêts pour de prochaines missions. Roubaix, à quelques kilomètres de Lille, dans le nord de la France. Le 15 août 2007, c'est la braderie annuelle du quartier de Lomelay. Plusieurs milliers de personnes sillonnent les stands. Pour les enfants du quartier, la brocante, c'est la fête, le jeu et l'insouciance. Ce jour-là, en début d'après-midi, Mustapha Cocacourt, 31 ans, rentre chez lui. J'arrive chez moi, il est à peu près 14h15. Et à chaque fois que j'arrive chez moi, j'ai mon gamin qui vient toujours me voir parce que c'était un fou de la moto aussi. Il voulait toujours que je fasse un petit tour, que je monte sur la moto et tout. Ce jour-là, il n'est pas venu. L'absence de son fils à la maison est anormale. D'habitude, le père et le fils sont inséparables. Mustapha a un mauvais pressentiment. Affolé, il se précipite à la braderie et demande à tout le monde si quelqu'un a vu son enfant de 5 ans. Là, je vois donc mes voisins qui sont à la braderie. Et donc, je demande à Karim, je dis « Karim, est-ce que tu aurais vu Ennis à la braderie ?» Karim me dit « Oui, il était avec son oncle. » Alors quand il me dit ça, je suis choqué. Je lui dis « Mais Karim, Ennis, il n'a pas d'oncle. » Bah, il me dit « Écoute, je sais pas, j'ai vu quelqu'un de vieux, mal rasé, casquette, avec un plâtre bleu à la main, qu'il tenait par la main, qui est passé dans la braderie, et il est passé devant la maison. » Donc c'est là que je comprends tout de suite. Déjà, à ce moment-là, déjà pour moi, je le retrouve plus vivant pour moi. Mustapha ne panique pas. Il se rend immédiatement au commissariat pour signaler la disparition de son fils. Ce jour-là, c'est le commissaire Dan Roll qui est de permanence sur l'agglomération de Roubaix. Tout de suite, il prend l'affaire au sérieux.
On décide donc de déployer un maximum d'unités pour essayer de retrouver la piste de cet enfant de 5 ans qui a disparu. Dans les affaires de disparition d'enfants, les premières heures sont vitales. Les médias locaux relaient aussitôt l'information. La description du petit garçon, 1,30 m. Enlèvement crapuleux, pédophilie ou simple disparition. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les policiers font appel à un chien spécialisé dans la recherche de personnes. À 150 km de là, brigade des sapeurs-pompiers de Cambrai. Hugo est dans son chenil, prêt à partir en mission. C'est un chien surentraîné. Sa spécialité, retrouver des personnes disparues. Pour lui, chaque mission est un nouveau défi avec son lot d'imprévus. Le maître chien d'Hugo, c'est lui, Laurent Joannès, 27 ans. C'est son supérieur qui l'a informé de la disparition d'Ennis. Je reçois un coup de téléphone du commandant Liagre qui me demande si je suis prêt à partir en intervention. Donc il m'explique grosso modo que c'est pour une recherche de personnes, mais il me laisse un peu dans le vague parce qu'il n'a pas vraiment d'informations pour le moment. Hugo est un berger allemand. Le berger allemand, c'est le chien de travail par excellence. Puissant, intelligent, volontaire, fidèle, c'est un chien qui ne demande qu'à obéir. Son flair est 40 fois supérieur à celui de l'homme. Hugo, 5 ans, 30 kg, 60 cm de hauteur. De l'avis de son maître Laurent, il est calme, déterminé et précis. Hugo est au sommet de sa carrière. Il est pompier depuis 3 ans. Son défaut, il n'aboie pas assez fort, ce qui est rare chez ce type de chien. Mais ce défaut va se révéler être un atout dans cette affaire. Hugo est un chien pompier. Il a été entraîné à la recherche de victimes en milieu urbain. Depuis son plus jeune âge, on l'a dressé pour partir à la recherche de personnes disparues comme Ennis. Jusqu'à présent, Hugo a retrouvé tous ceux qu'il était parti chercher. Mais sans son maître, Hugo ne serait rien. Avec Laurent, ils forment un binôme. Ouais, c'est bien Tino ça, oui. Allez, en avant. Allez, ouais. C'est bien Loulou ça. La relation que j'ai avec Hugo, c'est vraiment... c'est fusionnel. Des fois, d'un simple regard, on arrive à comprendre, tiens, là j'ai besoin d'aide, là j'ai besoin d'un coup de main pour passer le mur. Avec Hugo, c'est beaucoup par des gestes ou par des petits bruits ou des regards ou un déplacement. Je me déplace à gauche, je vais l'emmener à gauche, je me déplace à droite, je vais l'emmener à droite. Donc, ce qui est primordial pour être un bon binôme, c'est d'avoir une confiance. C'est une confiance mutuelle. C'est-à-dire que si le chien il aboie, c'est que l'odeur sort de là, c'est qu'il faut creuser à cet endroit-là. Si il est à 200 mètres et qu'il aboie, vous pouvez courir, c'est parce qu'il a trouvé la victime. Ça, c'est faire confiance au chien. Et le chien, il vous le rend. Il va pouvoir sauter un obstacle sans savoir ce qu'il y a derrière, tout simplement parce qu'il vous fait confiance. Si vous lui dites saute, il va sauter. Mais la confiance mutuelle n'est pas la seule clé de la réussite. Pour qu'un binôme de travail comme celui formé par Hugo et Laurent soit performant, il faut aussi que le chien et son maître aient des caractères compatibles. Un respect et un amour réciproque. C'est un chien avec qui j'ai pu faire de belles interventions. C'est un chien avec qui j'ai une belle complicité. Et je me considère aujourd'hui comme un binôme qui fonctionne très bien. Toujours prêt et disponible, Hugo et Laurent forment un binôme de travail à toute épreuve. C'est l'équipe parfaite pour partir à la recherche d'Ennis. À Roubaix, il est 18 h. Cela fait maintenant près de 4 heures que le petit Ennis n'a plus donné signe de vie. Confrontés à la difficulté de retrouver l'enfant dans la foule, les policiers font appel aux spécialistes canins de la région, le commandant Liagre. Donc, je suis mis en contact avec la police qui nous sollicite pour l'utilisation d'un chien de pistage, avec l'utilisation d'un vêtement qui porte une odeur de référence de la personne recherchée. La technique du pistage est souvent utilisée dans la recherche canine. Dans ce cas précis, il s'agit de faire sentir à Hugo un effet personnel du petit garçon. Pourtant, le commandant Liagre est contre. En effet, les conditions sont défavorables au travail du chien. Nous sommes le 15 août en plein été. L'air est sec, il fait chaud,
et les recherches se font au milieu d'une braderie bondée. On peut parler de milliers de personnes qui circulent dans les rues et ça fait autant de traces et de molécules odorantes supplémentaires qui brouillent les pistes et donc sont des éléments défavorables pour la recherche en pistage. Hugo est donc mis en stand-by jusqu'à nouvel ordre. En revanche, le commandant Liagre prévient les policiers qu'Hugo peut les aider d'une autre manière, en utilisant la technique de la recherche par quête. Si les enquêteurs pensent qu'Ennis se trouve dans un périmètre bien défini, alors le chien devient d'une redoutable efficacité. On a coutume à dire qu'un chien peut travailler entre 15 et 20 minutes et ratisser une surface équivalente à un terrain ou 2 terrains de football. En attendant que l'enquête ait suffisamment progressé, le commandant Liagre demande à son binôme, Hugo et Laurent, de se tenir prêts à partir à tout moment. À Roubaix, les enquêteurs, eux, sont passés à la vitesse supérieure. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Il est 20h45. Ennis a disparu depuis maintenant 6 heures. L'alerte enlèvement a été diffusée au niveau national. Mais c'est à quelques centaines de mètres seulement de la braderie qu'un patron de bar se manifeste. Il appelle les policiers pour les informer que l'un de ses clients correspondrait au signalement du ravisseur. Il s'agirait d'un certain Francis Évrard. On se rend compte que Francis Évrard, il a un lourd passif pénal au travers d'infractions de nature sexuelle. Qu'il a été condamné et libéré récemment, et que la condamnation lourde qu'il avait subie, c'était pour des faits de pédophilie. Dans le même temps, un chauffeur de taxi se présente au commissariat de Roubaix. Cet homme va livrer une information capitale. Il me dit, voilà, en cours d'après-midi, j'ai chargé dans mon taxi un homme qui correspond à votre signalement, avec un enfant qui me semble être celui de la photo. Et là, il nous signale qu'il l'a déposé près d'une batterie de boxe dans laquelle il lui a indiqué qu'il habitait. Il les a déposés vers 15 h. Ennis est donc peut-être encore dans l'un de ses garages. Un enfant de 5 ans est à la merci d'un pédophile multirécidiviste. Il faut agir vite et efficacement. Les policiers se rendent immédiatement sur les lieux. Ils font face à une trentaine de box. Si Ennis et son ravisseur sont dans l'un d'eux, comment savoir lequel? On ne peut pas ouvrir tous les box. On décide d'avoir recours à une unité canine qui va permettre de faire ce qu'on appelle une levée de doute. Pour Hugo et Laurent, la course contre la montre est lancée. La pression est énorme. Quand on en reçoit un coup de fil comme ça, on est vraiment dans la petite montée d'adrénaline, ce qui fait qu'on revérifie tout pour être sûr qu'il n'y ait pas d'embrouille. Il est 22h30. Hugo et Laurent quittent Cambrai. Ils ont 150 km à parcourir pour rejoindre Roubaix. Mais vont-ils arriver à temps? Ennis est-il toujours en vie? Sur l'autoroute, les panneaux d'affichage relaient l'information sur la disparition de l'enfant. La tension monte. Ça rajoute une petite pression supplémentaire. Parce que là, c'est vraiment quelque chose qui est étendu au niveau national. Donc il faut paraître le plus professionnel possible et justement essayer de se contrôler au maximum. 23h30. Hugo et Laurent arrivent enfin sur place. Je m'aperçois qu'il y a des lieutenants, qu'il y a des policiers en civil, qu'il y a des bacs, qu'il y a des véhicules de police qui sont garés un peu plus loin dans la rue. Donc voilà, il y a un petit ressenti, ça ne va pas être une intervention comme d'habitude, ou c'est une intervention qui est en train de prendre de l'ampleur. Lors de chaque intervention, le rituel est le même. Laurent ne lâche pas Hugo tout de suite. Il se contente d'ouvrir les portes de sa voiture. Le chien doit s'imprégner des lieux. Il sait pourquoi il est là, il sait qu'il y a une recherche à faire. Le fait que je sois en tenue, le stress que j'ai pu dégager durant la route, tout ça, ça met le chien en condition, il est motivé pour aller travailler. Rapidement, Laurent est briefé par les policiers. Donc il me demande si je peux effectuer l'intervention, savoir si je suis capable de retrouver l'enfant. Je lui réponds que non, mais par contre je suis capable de déterminer s'il y a présence d'odeur humaine dans un des box. En plus, les enquêteurs ne leur facilitent pas la tâche. Il est demandé à Hugo de ne pas aboyer lorsqu'il détectera une présence humaine. Le binôme n'a pas le droit à l'erreur. Autant il est facile pour un homme de ne pas parler, de faire le moins de bruit possible, autant pour un chien, c'est un peu plus compliqué, d'autant plus que dans le cadre d'un sauvetage normal, il est demandé au chien d'aboyer et de se manifester lorsqu'il a détecté une personne.
Dans ce cas précis, la demande de la police est inhabituelle, mais compréhensible. Le but, ne pas avertir le ravisseur de leur présence. Mais la tâche est difficile, car un chien émet des sons instinctivement. On appelle ça des vocalises. L'aboiement est l'une de ces vocalises. Il est lié aux cordes vocales, beaucoup moins abouties que chez l'homme, car le cerveau du chien n'est pas assez développé pour acquérir le langage. Un berger allemand comme Hugo a une dizaine de vocalises différentes. Une partie du travail de Laurent consiste à les différencier et les interpréter afin de comprendre les intentions de son chien. Il peut par exemple distinguer le grondement. C'est la vocalise qui exprime une menace. Et l'aboiement d'excitation qui est synonyme de jeu. Parce que le travail est un jeu pour un chien de recherche, lorsqu'Hugo cherche une victime, il joue. Dans ce cas précis, il est très difficile, voire quasiment impossible, d'empêcher un chien d'aboyer. Mais cette règle ne s'applique pas à tous les chiens. Hugo est connu pour être un chien particulièrement discret. Laurent et Hugo ont développé réellement, en termes de communication, une relation très forte. Elle a été d'autant plus amplifiée de par la difficulté qu'avait Hugo à manifester la découverte d'une victime par un aboiement et un grattage. C'est un chien qui est sûr, qui est tranquille et qui fait son travail, mais c'est vrai, ça n'a jamais été un gros aboyeur. Dans cette affaire, un enfant de 5 ans est aux mains d'un dangereux pédophile. L'alerte enlèvement a été déclenchée il y a près de 2 heures. Francis Évrard est un multirécidiviste. Hugo et Laurent risquent de se retrouver face à un criminel, prêt à tout. Il y a quand même des risques d'agressivité du kidnappeur et je lui rappelle bien de prendre des dispositions qui sont adaptées par rapport à ce type de recherche. Hugo est potentiellement le premier à se retrouver en contact avec le pédophile. Le danger est là et cette mission peut être la dernière. Tout le monde est prêt à faire l'intervention, sauf le chien. Hugo doit respecter la procédure de travail afin d'être le plus efficace possible. Donc, comme avant chaque intervention, j'emmène le chien se détendre. Donc sur un laps de temps de 5 minutes. C'est la pré-phase de travail où il sait qu'il doit faire ses besoins et après il doit être disponible pour pouvoir après travailler. À la fin de la détente, je récupère Hugo, je le rattache. Je me dirige vers le commissaire et le lieutenant et je leur ai dit que Hugo et moi, on est prêts pour effectuer la recherche. Il est minuit. Cela fait maintenant 9 heures que le petit Ennis a disparu. Hugo et Laurent entrent enfin dans l'arène pour le plus gros challenge de leur vie. Ils sont accompagnés par 4 policiers armés. Le suspect est dangereux. Les effectifs de police, ils sont vraiment armes en main, 50 cm, 1 mètre derrière, vraiment pour veiller à ma sécurité et tout ce qui pourrait se passer. Il faut assurer la sécurité du dispositif parce qu'ils ne sont pas là pour intervenir, ils sont là pour aider aux recherches. En revanche, si on est trop proche du chien, on perturbe son travail. Ça, on le sait aussi. Avant de commencer l'opération, Laurent analyse la scène. Il y a très peu de vent. Les molécules odorantes sont très dispersées. Pour Hugo, les conditions météo ne sont pas optimales. Remonter les fluves risque d'être difficile. Laurent met alors en place la procédure que l'on appelle la conduite par autonomie. Je prends la décision de laisser le chien en autonomie, c'est-à-dire laisser le chien faire de lui-même ce qu'il a envie de faire. Donc je sais très bien que s'il y a une odeur, il va la remonter. Donc là, je m'abaisse. C'est l'instant T. Le destin d'Ennis est entre les mains de Laurent et d'Hugo. À peine lancée, la technique adoptée par Laurent porte déjà ses fruits. Parfaitement autonome, Hugo se comporte comme un pro. Son flair ne le trompe pas. Le chien marque un intérêt devant 2 box. Il met ce qu'on appelle un coup de nez, donc c'est-à-dire qu'il lève la tête, il tourne la tête. Et là, il met le nez au sol et il remonte l'odeur. Je vois le fouet qui commence à aller. Donc là, tout ça, c'est les signes d'une odeur, d'une présence d'une victime. Hugo en est sûr. Il y a quelqu'un dans l'un de ces 2 box. Mais dans lequel? Malgré leurs 5 années d'expérience commune, Laurent doute.
Ça va vraiment très très vite. Avec toute la pression qu'il fallait gérer, parce qu'il y avait quand même pas mal de gradés sur place, avec la rapidité du chien, enfin son efficacité, parce qu'au bout de 30 secondes, il a quand même pris l'odeur. C'est plutôt moi qu'il a fallu que je le rassure. Par conscience professionnelle, Laurent se doit de terminer l'inspection de tous les box. Il y a peut-être une présence humaine dans un autre garage. Je préfère perdre 10 secondes et apporter une réponse où je vais être sûr de moi. Parce qu'à côté de ça, il y a aussi l'envie de ne pas mettre à côté, l'envie d'apporter quelque chose de concret, l'envie d'être sûr de ce qu'on dit. On sait qu'il faut, en général, une confirmation des premières hypothèses. Et donc, le maître chien va faire vérifier les différents box de l'allée pour s'assurer que ce n'est pas par hasard qu'il a désigné ces deux box-là et que le chien veut bien délivrer un message. Laurent décide de changer de technique de travail. Il rappelle Hugo. De l'autonomie, il passe à la technique dite systématique. J'avance la main vers l'avant, je lui donne la direction en fait à suivre et je lui dis gamin en avant, et là il part tout droit, vraiment en longeant le mur. Je le fais bien longer les murs dans un sens, une fois dans l'autre. Après je le fais bien passer au milieu de l'allée pour vraiment qu'il n'y ait pas de doute. Il ne marque rien du tout, aucun intérêt, aucun arrêt, aucun mouvement de fouet, aucun coup de nez, vraiment rien. Laurent ramène alors Hugo devant les deux box où il a pointé précédemment. Et là je dis écoutez, on va rester ici et là on va laisser travailler le chien. En disant au chien, voilà, cherche, confirme, enfin dans ma tête c'était vraiment confirme-moi le travail que tu as fait. Donc le chien était vraiment sûr de ce qu'il avait fait. Un chien ça ment jamais. Hugo fait désormais face aux deux box où il a marqué un intérêt. Ennis et le pédophile sont-ils à l'intérieur de l'un d'eux? Hugo va-t-il trouver le bon? Je lui redis cherche. Le chien il repart au même endroit. Il va mettre son museau au niveau de l'interstice entre le sol et la porte. Hugo semble s'intéresser désormais à un seul box. Et là, le chien surprend l'assistance. Il va gratter la porte en se dressant sur ses pattes arrière. Il essaye de prendre l'odeur en haut, voir si éventuellement il y a de l'odeur qui pourrait sortir d'en haut. Il prend rien, il retombe et là il commence à gratter. Donc là c'est sûr que voilà, c'est là, il n'y a pas de danger. Il commence à gratter et là après il se met à aboyer dans la foulée. Si Ennis et Évrard sont dans ce box, il ne faut pas perdre un instant et agir vite. L'aboiement d'Hugo n'était pas prévu, mais il était inévitable. Hugo est tellement excité d'avoir remonté une odeur qu'il ne peut s'empêcher d'aboyer. Les policiers attendent le diagnostic de Laurent avant d'intervenir. Et je leur dis, voilà, s'il y a un box à ouvrir, c'est celui-ci. Pour moi, il y a une présence d'odeur humaine à l'intérieur. Ce que le ravisseur ne sait pas, c'est qu'en empruntant cette allée, il a laissé derrière lui des molécules odorantes. Indétectables pour l'homme, mais que le chien peut parfaitement suivre. Et Hugo a réussi à déterminer une présence humaine dans ce box. Et donc, après avoir recueilli la confirmation de M. Johannesque, on décide d'intervenir. On fait s'écarter à la fois le maître chien et le chien, pour les mettre en sécurité. Donc là, j'en profite pour pouvoir récompenser le chien. Donc c'est-à-dire jouer et le remercier pour le travail qu'il venait d'effectuer. Je fais un check-up du chien rapidement. Je remets le chien en voiture. Après, je suis revenu pour me mettre à disposition s'ils avaient besoin d'un pompier. J'étais surtout aussi curieux de voir si effectivement le chien avait bien déterminé s'il y avait victime à l'intérieur. D'un coup violent, ils arrivent à faire basculer la porte. Qui s'ouvre dans le éclat et là on constate la présence de la victime et de son agresseur. Ils sont pris comme des lapins dans les phares d'un véhicule. Immédiatement, les réflexes des collègues de la BAC s'enclenchent. Ils décident d'interpeller Évrard pour protéger le petit. Donc Évrard est
et menotter immédiatement. On se rend compte dans le second temps qu'avec son plâtre, ça pose une difficulté. Allez, bouge pas! Mais bouge pas! Bouge pas! Le lieutenant Barbet qui est à mes côtés s'empare du petit Ennis pour le rassurer. On s'est rendu compte que pendant plusieurs longues minutes, voire un peu plus d'1 heure, on était juste à côté du kidnappeur et du petit, et qu'on n'avait pas entendu un bruit, pas un cri, pas un appel au secours. Donc vraisemblablement, Évrard il avait fait penser que les bruits de dehors, c'était pas des gens qui venaient lui porter secours, mais c'était des gens qui lui en voulaient. Et le petit, terrorisé, l'a certainement cru. C'est 4 ans de travail, tous les heures d'entraînement qu'on a passées, sous la pluie, sous la neige, tout le temps qu'on a investi, ça paye aujourd'hui, quoi. Bonjour et merci d'être avec nous. Immense soulagement à Roubaix. Le petit garçon enlevé hier après-midi a été retrouvé en bonne santé dans la nuit. Son ravisseur présumé a été interpellé. Mustapha est immédiatement amené à l'hôpital, au chevet de son fils. Le médecin qui examine donc mon fils, qui l'a examiné, vient me voir. On me dit que je peux aller voir mon fils, mais que je ne dois pas pleurer, que je dois sourire, ce qui est très dur. Mais je me dis je vais le faire pour mon fils. Je lui dis je t'aime, il me dit je t'aime, alors qu'il ne m'avait jamais dit ça de sa vie. Et là, je rigole, je dis, bah alors, un vilain monsieur t'a volé, papa t'a retrouvé. Et je voulais qu'il prenne ça comme un jeu, pour pas qu'il se sente coupable ou qu'il culpabilise. 2 ans plus tard, Francis Évrard est condamné devant les assises à 30 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 20 ans pour avoir enlevé, séquestré et abusé sexuellement le petit Ennis. Aujourd'hui, Ennis affirme qu'il n'a plus aucun souvenir de ce qui s'est passé dans ce box ce jour-là. Mustapha, lui, n'oublie pas. Pour mon fils, on va dire, je vais jouer un rôle pour lui. Peut-être qu'il va me voir sourire tout le temps, peut-être qu'il va me voir heureux, mais ça sera en face de lui, quoi. Ça sera vraiment une image, parce qu'au fond de moi, je ne souris plus. C'est fini. Mais bon. Ennis sait qu'il a été sauvé grâce à un fabuleux travail de la police. Il garde aussi en mémoire qu'il doit sa survie à un berger allemand nommé Hugo. Je lui ai expliqué que c'était un chien qui lui avait permis. Même lui était étonné parce qu'il ne pensait pas ça capable. Parce que bon, c'est pas qu'un chien peut sentir des odeurs, qu'un chien peut trouver de la drogue, qu'un chien peut sauver des gens dans la neige, tout ça, bon, il ne sait pas. Je lui ai expliqué, même lui a été étonné. C'est pour ça qu'il a toujours voulu voir ce chien-là, parce que déjà il adore les chiens, mais malheureusement c'est trop tard, quoi. Hugo est mort avant d'avoir pu rencontrer le petit Ennis. Hugo est mort d'une hémorragie interne cet été. Donc voilà, 10 ans et 7 mois. Je pensais pouvoir le mettre à la retraite là, fin novembre. Enfin, malheureusement, il n'aura pas eu le temps. Il aura eu une belle carrière, il aura fait de belles interventions. Enfin, ouais, c'est avec regret, quoi. Il est parti un peu trop tôt. Hugo et Laurent auront sauvé plusieurs vies dans leur carrière commune. Mais le sauvetage d'Ennis restera leur plus grande fierté. Hugo n'est plus, mais continue de vivre dans les esprits de ceux qui l'ont connu, et notamment dans le cœur d'un petit garçon.